Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc ce matin pour une étude, une session consacrée à la question des régimes alternatifs à partir d'études de cas. Donc on aura 3 communications ce matin. Et ce que je vous propose, c'est de prendre les 3 à la suite pour chacune une durée de 20 minutes. Et puis on groupera les questions à la fin, puisque vous avez dû voir dans le programme qu'il y a des thématiques communes, des espaces aussi communs de réflexion, comme l'Allemagne en particulier, qui permettra, je pense, une discussion intéressante à la fin. Donc nous allons commencer par une communication de Louise Atkinson. Donc Louise est en thèse de civilisation germanique à l'université de Nanterre sur les représentations du corps sain sur les réseaux sociaux et l'héritage en fait de la Lebensreform allemande. Du début 20e sur ces réseaux. Et donc, aujourd'hui, elle va nous présenter une communication sur le végétarien, le végétarisme face à la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, la Lebensreform dans les tranchées de 1915 à 1918. Alors, est-ce que je suis assez près du micro? Oui. Ah, ça a été comment? Permettez que je fasse juste un test. Oui, très bien. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir à ce colloque et merci pour toutes les présentations qui ont été faites ces 2 derniers jours. J'ai appris énormément de choses et c'était vraiment passionnant. Du coup, je vais essayer de rester sur ce haut niveau d'exigence scientifique. Je vais... brièvement représenter dans quoi s'inscrit cette étude. Alors, il faut savoir que c'est une toute petite partie. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Première Guerre mondiale du tout. C'est une petite partie de ma thèse où je m'intéresse à cette figure de l'influenceur ou du prophète de la vie saine face à la crise. Donc, pour la partie Lebensreform, j'ai choisi un corpus que j'ai collecté à Leipzig dans les 2 dernières années à la Deutsche Nationalbibliothek et qui est un corpus de lettres de soldats végétariens qui écrivent à la Warte végétarienne. Donc ça s'inscrit dans une problématique qui est le récit de soi en personne saine, c'est-à-dire l'auto-représentation en personne saine et en personne menant la bonne vie. Et dans une suite d'études de cas, de récits autobiographiques de personnes qui veulent servir d'exemple, en fait. Donc c'est un peu l'essence de ce que j'essaye d'analyser. Un des exemples de l'époque, d'influenceurs, si on veut, de l'époque, en prenant bien sûr des grosses guillemets, ça serait ce que je vous ai présenté là, donc Richard Ungewitter, dont il faut aussi préciser qu'il a ensuite joué un rôle dans... le national-socialisme et qu'il était eugéniste, mais c'était une figure de l'époque et qui faisait, par exemple, dans ses publications, ce genre d'autoportrait où il se présentait dans toute sa force et sa musculature. Donc ça, c'est pour introduire le problème général et ça expliquera aussi pourquoi je reste en fait très au niveau, vous allez voir, micro, au niveau personnel et au niveau du récit individuel. Juste pour introduire très brièvement le mouvement sur lequel je travaille vraiment en trop caricatural et en 2 mots, c'est un mouvement qui, selon les auteurs, a des balises temporelles qui ne sont pas les mêmes, et selon les aires géographiques de l'espace germanophone ne sont pas les mêmes, mais globalement, on peut dire que ça commence à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1870-80, et que selon les auteurs, ça va jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, voire même le début de la Première Guerre mondiale, ou quand on lit des auteurs suisses, par exemple, ça va jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est un champ de recherche qui a été redécouvert au milieu des années 70 avec notamment la thèse de Wolfgang Krabbe, Gesellschaftswanderung durch Lebensreform, publiée en 1974. Et c'est lui qui a conceptualisé les 3 principaux domaines du mouvement qui est une conceptualisation sur laquelle j'appuie ma thèse, à savoir le végétarisme, le nudisme et la médecine naturelle. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au mouvement donc végétarien, que moi j'analyse via une revue qui est l'organe de l'association végétarienne d'Allemagne, la Vegetarische Warte, fondée par Edward Balzer, que vous connaissez peut-être, qui est une figure
des mouvements de retour à la nature et de la vie saine en 1868. Alors, pour ce qui est de mes problématiques dans ce que je vais présenter aujourd'hui, il faut d'abord savoir pour le contexte historique que la guerre de 14-18, c'est un moment de transition pour le mouvement de la réforme, notamment parce que juste après-guerre, dans les années après 1918 et au cours des années 20, ces idées, c'est-à-dire l'idée par exemple qu'il faudrait manger des légumes pour être en bonne santé ou vivre au grand air pour être en bonne santé, deviennent complètement banales. Enfin, elles ont été adoptées par la plupart des couches de la société sans, si on veut, créditer forcément les instigateurs du mouvement, ce qui fait que le mouvement connaît une déstabilisation dans les années 1920, et c'est quelque chose qui est déjà en route dans la période que nous allons étudier. Et la période de la guerre, de par les restrictions et de par le moindre accès, notamment à la viande des populations, fait naître chez ces végétariens l'espoir que le végétarisme va peut-être devenir la marque de l'Allemagne de demain, et fait naître l'espoir d'une renaissance végétarienne allemande. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut parler, puisque finalement, comme on le sait, ça n'a pas eu lieu, d'un moment manqué de la réclame végétarienne pour la Première Guerre mondiale. Pour le niveau micro, pour le niveau donc du combattant végétarien, les questions qui se posent de manière un peu simpliste, c'est d'abord est-ce qu'il est pacifiste, parce qu'on sait qu'il y a une proximité entre le mouvement végétarien et le mouvement pacifiste, et que par exemple, le rôle de certains textes, notamment hérités de la culture indienne, font des rapprochements entre le végétarisme et l'interdiction de tuer, et donc forcément le rejet de la guerre. On peut aussi se demander si l'expérience de la guerre va conforter ou balayer ce choix individuel, si on considère que le végétarisme est, pour s'inscrire dans les questions du colloque, un choix. Est-ce que ce choix ne va pas être balayé à partir du moment où l'homme se retrouve dans une situation complètement liminaire et atroce, qui est l'expérience des tranchées? Et enfin, une question extrêmement concrète qui est comment, par quels moyens et qu'est-ce qu'on mange quand on veut rester végétarien au front. Les lettres viennent, vous allez voir, de plusieurs fronts différents, mais je vais essayer de parler de manière un peu globale, même si je sais que on n'est pas du tout dans les mêmes contextes selon qu'on soit sur le front en France ou à l'Est. Donc, et je finis ici ma longue introduction, mais il faut aussi savoir que je travaille donc sur des lettres et que c'est une source qui est extrêmement problématique. Donc je tiens quand même à rappeler qu'il ne faut pas, quand on analyse ce genre de source, partir du principe qu'on aurait affaire à un document particulièrement pur ou authentique. Donc ici, il s'agit bien de lettres qui ont été envoyées à un journal, c'est-à-dire qui ont été destinées de prime abord à une publication, donc à la diffusion à un public assez large, et pas n'importe quelle publication, une publication dans un journal végétarien, donc forcément ça doit conditionner ce que racontent ces hommes. On ne connaît pas non plus, j'ai repris le concept de ciseaux dans la tête de Bernd Ulrich, le rôle qu'aurait éventuellement joué une censure internalisée chez ces hommes qui ont peut-être prévenu la censure de l'état-major, qu'elle ait eu lieu ou non. Et il faut aussi dire qu'il s'agit d'un infime corpus dans un envoi postal qui allait du front vers l'Allemagne, qui était massif. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et par ailleurs, aussi le fait que dès la guerre, dès les années de guerre et puis après-guerre, le recueil de lettres du front a été un médium instrumentalisé par absolument tous les bords politiques. Donc tout ça pour dire que quand on collecte un corpus de lettres, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc c'est quelque chose où il faut être prudent. Donc la première chose à laquelle est soumise le soldat végétarien, qui est du coup isolé de sa bulle sociale normale et envoyé au front, donc ça va être souvent des hommes issus de la bourgeoisie, des classes moyennes, des cadres qui se retrouvent avec tout un chacun, c'est le soupçon de pacifisme. Alors on va les soupçonner d'une pusillanimité puisqu'ils ne mangent pas de viande, et c'est basé sur un a priori qui est l'association entre la viande et la virilité. Ici, on a un extrait d'une nouvelle qui est très intéressante. C'est une petite fiction qui est publiée en 1918 dans la Vegetarische Welt, écrite par Fritz Müller.
et où on voit, c'est un dialogue entre deux soldats très simples, souvent certainement d'extraction sociale modeste, ceux qu'on reconnaît par leur langage. Alors si vous êtes germaniste, vous reconnaissez peut-être que la graphie essaye de reproduire un dialecte, un parler populaire, et ces deux soldats parlent du grenadier August Streif, là, qu'ils soupçonnent d'être végétarien et qu'ils veulent donc dénoncer à leurs supérieurs. Parce que, selon eux, je traduis, je vous donne ma traduction, mais les végétariens disent bien qu'on ne doit pas tuer ce qui est vivant, et qui sait, si un végétarien, quand viendra le combat à la baïonnette. Donc il manque un verbe, mais c'est normal. Donc c'est cette idée que le végétarien risque de se désister quand on va lui demander de tuer. Cette nouvelle, évidemment, est pro-végétarienne, donc on a un retournement où le soldat August Streif, là, est validé par son supérieur hiérarchique, par le lieutenant. Le lieutenant qu'on lira, qui dira « Le pain et les poires produisent autant de courage, de compétence et de droiture que le goulash ». Donc cette petite nouvelle, il faut aussi l'analyser de manière sociologique, si on veut. Hein. Donc on voit ici que le végétarien se démarque des classes populaires et qu'il est validé par le lieutenant ou la personne gradée, donc qui a une reconnaissance par les pairs au sein de la classe plus bourgeoise et plus éduquée. Ce soupçon de pacifisme, comment est-il compensé ? Il est compensé par une surenchère dans ses récits et dans ses autobiographies de bravoure et de courage. Cette surenchère de courage, elle correspond à une réalité historique qui a été relevée par Gudrun Fink, là, qui est que les adeptes de la Jugendbewegung, qui est un peu le mouvement qui chapeaute le mouvement que nous étudions, donc la réforme de la vie, se sont engagés massivement dès le début de la guerre. Elle relève notamment que 90 070 Wandervögel, que vous connaissez peut-être, c'est donc l'association des randonneurs qui avait beaucoup d'influence à cette période et qui a existé pendant très longtemps, se sont engagés dès août 1914. On a dans notre corpus un randonneur, un Wandervogel, Walter Hammer, qui, dans sa lettre de 1917, a cette remarque intéressante. Il dit vouloir aborder la guerre avec la même curiosité et la même soif de découverte qu'une randonnée. C'est quelque chose sur laquelle on va revenir, mais il y a cette espèce de banalisation, quelque part, de la guerre ou de conceptualisation de la guerre comme le lieu d'un épanouissement personnel qui est très particulière et qui va revenir, vous allez voir, à d'autres moments du corpus. Dans ces exemples de surenchère, je n'en ai choisi qu'un seul, c'est Bendick III, qui est apparemment, d'après sa description, comme on peut le voir en bas dans le journal, un marathonien célèbre de l'époque. Donc, il est engagé en Pologne et il écrit 2 lettres à la Vegetarische où il brille par son végétarisme à toute épreuve. Il refuse de manger de la viande même après avoir jeûné et marché 6 jours. Il ne consomme que la moitié de la ration de ses camarades. Il a besoin donc de manger beaucoup moins. Et quand ses camarades sont découragés, démoralisés, c'est lui qui chante pour leur remonter le moral. Il se porte volontaire partout, il va au feu dès qu'il peut. Après que les canons se soient tus le soir, il donne une petite séance de sport à ses camarades, une petite séance de gymnastique. Et il s'attire pareillement que, en fait, c'est un peu le vrai grenadier August. Il s'attire l'admiration de son supérieur parce qu'il continue à se laver, même sans accès à l'eau chaude, même sans accès à l'hygiène, à l'eau froide, dehors, par 5 degrés. Ce que ne font pas ses camarades, évidemment. Donc ça m'amène à quelque chose qui est récurrent dans ces textes, c'est que le vrai problème, en fait, du soldat végétarien sur le front, et ce dont il souffle le plus, c'est les autres. C'est-à-dire les autres, comme Bendick, ses camarades qui ne se lavent pas et dont il attrape les puces et les nuisibles, ou quand s'agissant d'Oskar Bühnemann, ce n'est pas n'importe qui. Oskar Bühnemann, il a fondé la revue espérantiste végétarienne Vegetarano. C'était un homme extrêmement cultivé qui parlait 13 langues, dont le fils a été d'ailleurs résistant contre le nazisme. Il est à la tête d'une grande famille de socialistes éclairés.
Mais il souffre énormément du fait que ses camarades ne comprennent pas son mode de vie. Et il écrit dans ses lettres ce n'est pas la peine en fait d'éduquer ses pairs, puisque de toute façon, l'homme moyen, donc le Durchschnittsmensch, ne comprendra pas ses choix et sa posture, et préfère se conforter dans la normalité. Une figure qu'on a déjà vue, donc ce fameux Walter Hammer, lui, il est un peu plus investi dans l'éducation de ses camarades. Donc il profite du fait que comme il sort la portion de viande de la ration normale de soldats et qu'il l'offre à ses camarades, il profite de ces moments-là pour leur donner des petites leçons sur le végétarisme, l'hygiène, la vie saine, etc. Donc on imagine qu'il ne devait pas forcément être très apprécié de ses camarades, mais lui, il en profite donc pour faire un peu d'éducation hygiéniste. Donc, comment est-ce qu'on reste végétarien au front ? Donc, je l'ai déjà évoqué, il y a deux parties. Il y a ceux qui mangent la ration militaire normale juste en enlevant la viande, ça leur suffit. Et il y a ceux qui refusent de manger la ration militaire normale parce que tout a été cuit ensemble. C'est le cas, par exemple, d'Oscar Bunemann qui mange plus que le pain de munition, puisque la ration est cuite avec de la viande, donc il ne veut pas la manger. Mais comme il a des moyens financiers quand même supérieurs à ceux de la troupe normale, il peut s'acheter du beurre, de la confiture, de la purée de maïs. Donc il est mobilisé en Roumanie, donc apparemment il avait accès à ce genre de produits là-bas. On apprend aussi qu'un certain Adolf ou August, je ne sais plus, Schubert apprend à cuisiner, parce que bon, évidemment ce sont des hommes de leur époque, donc ils ne savent pas cuisiner, pour l'occasion des brouets d'avoine ou de riz, où on a des exemples comme le pasteur Emil Engelhardt, rien à voir avec le Engelhardt Kokowor, j'ai vérifié, mais qui donne des ordres à la cantine du camp, parce qu'en tant que pasteur, il a donc une position privilégiée, et il a beaucoup plus de liberté dans la préparation de ses repas. Donc lui, par exemple, Engelhardt n'est pas soumis au mépris de ses camarades, il est très, protégé, il déjeune au casino de la ville où il est mobilisé, et même, il dit qu'il grossit. Il a pris l'embonpoint sur le front. D'autres exemples, c'est par exemple... je vais passer rapidement, je ne vais pas tous vous les faire. Ah oui, un exemple intéressant sur lequel je vais quand même insister, c'est ce soldat anonyme de Slavonie qui parvient à se faire donner... ça n'existe pas la Slovénie, excusez-moi, c'est une mauvaise traduction. Ce qui est important, c'est qu'il parvient à se faire donner l'argent de sa ration. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans certains textes, c'est-à-dire que quand vous étiez mobilisé, reconnu d'une certaine religion, reconnu comme juif par exemple, vous pouviez vous faire donner l'argent de votre ration pour acheter des produits qui vous conviennent. C'est quelque chose que les végétariens ont essayé de faire valoir pendant la durée de la guerre et qui n'a pas marché, ou alors qui marchait à des échelles plus restreintes. Donc lui, apparemment, ses supérieurs ont bien voulu lui donner l'argent qui sert à payer sa ration normale pour qu'il puisse acheter des fruits, des oignons et du paprika. Donc on a encore Bendik qui, lui, bien sûr, est toujours meilleur que tout le monde. Lui, il est carrément crudivore, il ne mange que des fruits secs et parfois un peu de farine s'il en trouve. Certains, bien sûr, abandonnent le végétarisme. Certainement beaucoup plus que ce que moi j'ai pu constater, mais évidemment, on s'imagine bien que quand vous abandonnez le végétarisme dans les tranchées, vous n'allez pas écrire à la revue végétarienne pour le raconter. Certains le font, comme Libéraux, c'est peut-être un pseudonyme, qui, lui, écrit, après-guerre quand même, en 1919, qu'il ne se remet que maintenant au végétarisme, parce que le végétarisme est par essence complètement incompatible avec le travail de guerre, avec le combat, et il fallait pour lui attendre la paix pour revenir, ce qu'il dit, vers la lumière, vers leurs tâches sociales, et donc abandonner de nouveau la viande. Je voulais vous lire cette citation qui est un peu longue, mais qui est extrêmement intéressante et touchante, qui est aussi le seul récit que j'ai relevé, moi, qui relève d'un certain réalisme, si vous voulez, qui a été écrit par un certain V. Wagner, et qui parle de ce moment de l'abandon du végétarisme et comment on en vient à abandonner ses idéaux. Donc j'ai voulu ma traduction qui est un peu libre. Lorsque les camarades reçoivent les paquets de leur famille, louent tous les jours les bons cigares, les bouillons cubes, le punch réconfortant et se réjouissent de tant de preuves d'amour, alors le réformateur doit rester à l'écart, car il ne peut rien faire de ces cadeaux.
n'a pas le droit de boire avec eux, de discuter, de se réjouir avec eux. Et pourtant, il se sacrifie pour la patrie de la même manière que ses camarades qui sans doute le moquent, lui, le solitaire. Il se saisit du gobelet qu'on lui tend, boit et chante, joue et fume avec les camarades. L'atmosphère est trop romantique, rouge aujourd'hui, mort demain, pense-t-il, et tant pis pour les idées. Donc on a cet exemple du moment où finalement, face à l'horreur, parce que dans la même lettre, il explique qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux toute la journée, c'est que ce n'est plus possible pour lui de tenir aux idéaux de la réforme, malgré son engagement fort. Et c'est un passage particulièrement émouvant qui montre aussi que par ce choix alimentaire, par cette auto-prescription alimentaire, finalement, qui paraît un choix anodin, le soldat s'isole complètement de la vie normale de la troupe et de la sociabilité normale des camarades, et aussi des moments de liesse qui permettraient peut-être de tenir au front. Donc il se prive des seuls moments qui lui permettraient éventuellement de survivre. Pardon, je vais trop loin. D'accord. Donc, je vais peut-être passer là-dessus, parce que c'est moi. Juste très rapidement sur la réclame végétarienne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment où les réformateurs comprennent bien qu'ils ont un ensemble de connaissances qui sont vitales. Par exemple, le fait de savoir manger sans viande. Donc, on a une série d'articles de conseils sur comment on devrait ravitailler, comment devrait être la bonne ration du soldat, etc. Mais je vais passer là-dessus. Oups, pardon. Ce qui est intéressant, juste pour conclure, dans ce mouvement, c'est l'idée très particulière de la guerre comme un moment qui pourrait purifier la nation allemande. Oups. Donc, ça part d'une idée de la guerre comme une juste punition envers une population qui vivait dans le luxe, qui vivait dans l'alcool et qui vivait dans la consommation de la viande, et qui, du coup, face à ce conflit, va devoir se réformer. Ça se calque aussi sur une vision qui est très allemande, très prussienne de la guerre comme un moment qui va faire naître un surhomme, hein, un nouvel homme allemand renforcé par l'expérience du feu. Et ça permet aussi à ces hommes de donner un sens à la guerre qui est le dépassement de soi. Donc ça me renvoie, moi, à cette étude donc, de l'individu. Hein, et ça se ressent dans des citations où la guerre est complètement banalisée et dont on en parle comme une expérience sportive. Ça, c'est la citation du Haut, hein, où il compare les performances des différents soldats selon leur régime alimentaire. Donc il compare ça avec un sport, ou celle d'en bas, je vais peut-être finir là-dessus, mais qui est très surprenante parce que quand même, en bas, un soldat anonyme nous dit « Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'en ce moment, sans graisse, sans sucre artificiel. Il ne me manque que les noix, je n'en trouve pas ici. Mes repas sont monotones, mais je vis heureux. » Donc, ça va quand même assez loin. Hein. C'est qu'on on a dans certaines lettres l'impression quasiment d'une promenade de santé. Donc, pour conclure... on voit dans ces lettres la construction d'un idéal viril végétarien qui est calqué sur l'héroïsme guerrier nationaliste de l'époque. On observe, ce que je n'ai pas trop pu développer, mais une convergence entre l'idée d'une victoire de l'Allemagne et celle d'une victoire du végétarisme et des idéaux réformés. Et pour ce soldat isolé de sa sociabilité normale, écrire au journal végétarien, c'est conserver sa réalité et ses normes d'avant-guerre. Et quelque part, c'est conserver les choix et les restrictions qu'il s'était imposées avant-guerre. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Louise. Alors, nous allons maintenant entendre Alexandra Ondermark, qui prépare donc une thèse de sociologie à l'IEP de Paris sur les questions de les pratiques de consommation végétarienne, qui couvrent pour sa thèse les périodes 1880 aux années 1940, et qui va nous présenter donc aujourd'hui une communication sur la question de prescription ou autoprescription, cette promotion du végétarianisme au tournant des 19e et 20e siècles. Alors on va...
peut le mettre en format... Oui, ça marche, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie beaucoup de me permettre aujourd'hui de présenter mes recherches. Donc, ma communication va porter, effectivement, comme l'a bien introduit Emmanuel Cronier, sur l'activité de prescription alimentaire réalisée par les acteurs et actrices du mouvement végétarien en France au tournant, entre la fin des années 1870 et la fin des années 30. Donc un petit mot, comme Louise l'a fait, sur la thèse dans laquelle se situent ces recherches. C'est une thèse que je réalise actuellement au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Et dans cette thèse, en fait, j'essaye d'étudier un petit peu, de suivre le mouvement végétarien et la manière dont il s'est constitué en France, en partant donc, de la fin des années 70, puisque c'est un moment où s'organise le mouvement végétarien en France, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui marque un coup d'arrêt pour l'activité des associations végétariennes que j'étudie. Donc, j'essaye un petit peu dans cette thèse d'intégrer à l'analyse à la fois des publications et des archives pour éclairer les pratiques de consommation. Et je m'intéresse notamment à l'articulation entre réforme de son propre mode de vie et engagement dans le mouvement végétarien. Donc ça, c'est pour vous situer un petit peu le cadre. Et dans cette communication, du coup, je vais m'intéresser plus précisément à la prescription des normes alimentaires. Donc, le mouvement végétarien, tout d'abord, je le définis comme les individus qui revendiquent le végétarisme, soit pour eux-mêmes, soit dans un objectif de diffusion. Je ne m'intéresse donc pas à toutes les personnes qui s'abstiennent de viande, je m'intéresse seulement à celles qui le revendiquent en qualifiant leur pratique ou en s'engageant dans des actions collectives autour du végétarisme. Il s'agit d'un mouvement qui s'est organisé donc dans les sociétés occidentales à partir de la moitié du XIXe siècle, autour de sociétés végétariennes, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis en 1851 et en Allemagne en 1867. Et au fil des circulations, ce mouvement il est passé d'un thème de prêche de diverses sectes végétariennes à une version plus hygiéniste et plus liée aux médecines naturelles. Donc là, je ne peux pas repasser sur cette histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, dans les argumentations en faveur du végétarisme, les arguments physiologiques et moraux demeurent assez liés. On a donc une historiographie assez abondante sur l'idéologie végétarienne, sur la jeunesse de cette idéologie, sur le mouvement social et un peu moins sur les pratiques de consommation, ce que j'essaye de documenter donc, dans mon travail. En France, donc, le mouvement végétarien il s'est constitué autour de la Société végétarienne de France, qui est fondée une première fois en 1880, puis refondée en 1899, et elle perdure alors jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et on a aussi d'autres associations qui vont graviter autour, mais je vais principalement m'intéresser à cette société. À cette période, donc à partir de la fin du XIXe siècle, on est à une période où l'alimentation carnée s'est accrue. Je vous ai noté des chiffres sur le slide et elle s'est étendue à un certain nombre de couches sociales assez larges, bien que des inégalités persistent en termes de consommation des morceaux de viande, etc. Et l'alimentation carnée est devenue une recommandation médicale assez prégnante au cours du XIXe siècle, notamment à la suite de travaux qui ont prouvé que les protéines animales étaient l'aliment le plus nutritif et le plus efficace donc, pour la nutrition de l'homme. Ce qui est particulier avec le végétarisme, c'est que c'est une pratique culinaire qui est définie par la négative, par l'absence d'un aliment, et on peut donc se demander comment étaient élaborées les règles qui définissent le régime végétarien à partir de cette absence, selon quels principes, et en particulier à une période où le mouvement végétarien était en pleine construction. Donc il y a eu un peu une co-construction du mouvement végétarien et de ces règles de régime alimentaire, puisque si le régime végétarien n'était pas facile à mettre en pratique, il ne pouvait pas se diffuser. Donc c'était un peu ça l'enjeu. Pour comprendre ça, je me propose ici de m'intéresser donc simultanément à la construction de ce mouvement végétarien et à la construction de ces règles de consommation. Il
Il faut avoir en tête aussi qu'à partir de la fin du XIXe siècle, les défenseurs du végétarisme étaient avant tout des réformateurs sociaux et des hygiénistes qui présentaient le végétarisme comme un moyen de résoudre la question sociale. Donc par là, ils entendaient lutter contre les fléaux sociaux de la fin du siècle, comme la tuberculose, l'alcoolisme, le déclin de la moralité, la dégénérescence des corps et tout un ensemble de maux qu'ils attribuaient en fait à la vie urbaine et à la consommation excessive de stimulants, dont la viande. D'accord ? Donc à la fois l'alcool, le café, la viande et tout un ensemble de stimulants. Il y a donc une nécessité pour eux d'édicter des règles alimentaires et de proposer un régime qui puisse convenir aux populations ciblées par la réforme qu'ils proposent, c'est-à-dire en priorité les classes populaires urbaines, les classes laborieuses. Et ça, c'est un problème, puisque les normes qu'ils vont édicter au début ne vont pas s'adresser à eux-mêmes, c'est-à-dire aux promoteurs du végétarisme, mais à ces populations cibles. Une bonne part de l'activité des promoteurs du végétarisme est donc une activité de conseil et de recommandation quant à la pratique du végétarisme, et également une activité de diffusion des idées végétariennes, parce qu'il y a toujours l'idée que si on est convaincu en termes d'idéologie, on va adopter le végétarisme plus facilement. De plus, un bon nombre de ces promoteurs du végétarisme sont des médecins, et c'est pourquoi on peut bien parler aussi de prescription au sens médical du terme, et pas simplement de recommandations au sens large. Et ces prescriptions, elles sont censées être à la fois préventives et curatives dans le cas de certaines maladies. Donc dans cette communication, je vais me demander quelles sont les normes alimentaires prescrites par les promoteurs du végétarisme et comment ils parviennent à articuler prescription et autoprescription, c'est-à-dire édicter des normes qui s'appliquent aux populations ciblées par la réforme sociale qu'ils proposent et qu'ils puissent s'appliquer à eux-mêmes également, puisqu'il y a toujours un intérêt à s'engager dans le mouvement végétarien. Pour répondre à cette question, j'ai découpé donc ma période en deux parties. Une première période durant laquelle le mouvement végétarien se constitue en France de manière assez peu stable et durant laquelle il y a des tâtonnements de la part des premiers végétariens pour justement essayer de trouver des bases à leur régime et d'édicter les premiers principes alimentaires. Et dans la seconde période, donc à partir de 1899, on va avoir un mouvement végétarien qui se stabilise et qui commence à émettre un grand nombre de recommandations à destination du grand public et on va voir comment cela évolue. Donc pour la première période, il s'agit vraiment d'inventer les règles du végétarisme au sens où celles-ci existent dans les pays étrangers, quand on se positionne bien sûr du cas français d'où je pars. Ces règles existent à l'étranger, mais pas encore en France et dans les pays francophones. Et il va y avoir un enjeu donc, pour les promoteurs francophones du végétarisme à essayer de se réapproprier ces règles alimentaires. Comme je l'ai dit, le végétarisme se définit par la négative et ça laisse, ce seul principe laisse un peu à eux-mêmes les personnes qui souhaitent le pratiquer en premier. C'est le cas d'Édouard Raoult, qui était un pasteur d'origine française vivant en Suisse romande et qui a contribué à l'importation du végétarisme en France autour de 1880. Édouard Raoult, c'est un réformateur social engagé dans un grand nombre de réformes sociales, la réforme de l'hygiène, la réforme de l'éducation, la réforme de l'orthographe. Et il se met à avoir vent des idées végétariennes après la visite d'un médecin zurichois dans sa ville. Et ce médecin zurichois est donc adepte des médecines naturelles. Et intéressé par cela, il se convertit lui-même au végétarisme. Il est notamment séduit par l'idée que le régime végétarien serait le régime le plus naturel pour l'homme, qui répondrait aux lois naturelles du corps humain, et qu'il permettrait d'améliorer sa santé et sa moralité et d'accéder au salut. Je rappelle qu'il est pasteur, donc ça fait tout à fait sens pour lui. Cette mise en pratique du végétarisme pour Raoult, elle est cependant difficile, bien qu'il soit convaincu par les idées. Il commence tout d'abord à ôter la viande de son alimentation. Il commence à adopter le pain de Graham, qui est un pain complet qui lui a été recommandé par son médecin et par ses proches. Le pain de Graham, donc, c'est un pain qui se réalise à la maison avec tout le son du froment et sans sel ni levain. Et ce pain, il va être emblématique du régime végétarien à l'époque et de l'alimentation naturelle qu'il est censé représenter, puisqu'il est défini à la fois par des éléments
par la négative, c'est-à-dire qu'on va ôter au pain le sel, le levain et également tous les éléments artificiels qui peuvent représenter la consommation de pain. Donc notamment le recours par le marché pour se procurer ce pain. Là, c'est un pain qui est censé être fabriqué au sein du foyer. Et les ingrédients qui composent ce pain, naturellement, ne doivent pas être altérés. Donc ici, on va utiliser tout le son du grain. Raoult enlève aussi de son alimentation le vin, le thé, le café, tout stimulant. Et dans les premiers temps, il s'en trouve fort bien, comme il le dit dans ses lettres. Il note une amélioration de ses facultés physiques et intellectuelles, ce qui l'amène à essayer de propager le végétarisme le plus largement possible autour de lui, et également il essaye de le faire en France. Toutefois, dans cette propagande, il éprouve plusieurs difficultés et se retrouve très isolé. Tout d'abord, il souffre du manque de règles dans la pratique du végétarisme et il demande plusieurs fois à son médecin des dosages exacts concernant la ration alimentaire. Je vous ai mis un premier exemple sur le slide, la première citation. Il dit à son médecin qu'il souhaiterait avoir des éléments sur les aliments azotés et hydrocarbonés qu'il faut consommer rationnellement, et il indique que sans ces indications, les cuisinières pataugent dans le hasard et l'empirisme, et le végétarisme demeure infécond et même dangereux, donc il y a une urgence pour lui à établir des principes nutritionnels, et il demande pour ça à son médecin de le faire, parce qu'il pense que ça doit être prescrit et appuyé sur des bases médicales et scientifiques, sans quoi c'est un danger. Il s'inquiète notamment, quelques mois après l'adoption du régime végétarien, du fait de maux physiques auxquels il est confronté et qu'il va attribuer à son changement de régime. Donc c'est lui-même qui fait le lien. Il remarque notamment, donc c'est le deuxième extrait sur le slide, qu'il a une insomnie et il l'attribue à sa consommation de sucre qu'il a dû augmenter en adoptant le régime végétarien. Donc voilà, en parallèle de ces problèmes qui le font douter en fait par rapport aux bienfaits du végétarisme, il va également chercher à constituer lui-même des recettes et des menus végétariens, puisque son médecin n'est pas capable de lui fournir les informations qu'il demande. Et pour cela, il va chercher à traduire des livres qui existent en Angleterre, en Allemagne, mais il s'en trouve peu satisfait aussi. Et je n'ai pas mis la citation. Mais par exemple, il se procure un livre de cuisine allemand de Madame Ebmeyer, et il indique que ce livre, selon lui, pousse trop au sensualisme. Il y a trop de sucreries, trop d'éléments nutritifs, donc ça ne lui convient pas. Et il se donne donc pour tâche de faire écrire ou de traduire un manuel de cuisine, ce qu'il va faire par la suite. À partir des années de 1880, Raoult est l'un des artisans de la création de la Société végétarienne de France, en France, donc, qui siège à Paris. Et cette société végétarienne va, de manière associative, constituer la cause du végétarisme comme réellement un outil au service de la réforme sociale. Cette société publie un bulletin appelé La Réforme alimentaire, et cette réforme alimentaire va vraiment constituer un outil de propagation du végétarisme à destination des classes laborieuses. Cette propagande, elle va se faire à deux niveaux, à la fois par l'éducation en diffusant les idées végétariennes, donc à chaque fois dans cette revue, et par des publications, on va essayer de convaincre les personnes du bien fondé du végétarisme, parce qu'il y a l'idée que par l'éducation, on peut accéder, on peut se laisser convaincre par le végétarisme. Et la propagande va également passer par la pratique, puisqu'il y a l'idée que certaines populations ne sont pas capables de saisir les idées végétariennes et de comprendre pourquoi c'est le meilleur régime rationnellement. Donc il faut essayer de les faire accéder au régime naturel afin qu'ils retrouvent un goût naturel et qu'ils puissent se laisser guider par leur instinct dans leur alimentation. En pratique, ça passe par la diffusion donc, d'une rubrique de recettes dans la Réforme alimentaire, cette revue, qui est tenue par des femmes. Je vous ai mis un exemple sur les slides. Donc, on voit que ces recettes, pour certaines, leur titre va mimer le nom de plat carné. On a du turbo végétarien, des macros en capilotade, etc. Et on a en fait des recettes qui sont surtout à base de beurre, d'œufs, de lait, de farine,
et qui semblent assez peu élaborées et assez peu goûtues. Et ces recettes, elles ne reposent pas sur des principes nutritionnels précis de prime abord, c'est vraiment une composition à partir des aliments qui sont permis donc, et qui sont nutritifs, donc les œufs, le beurre. Donc on a des recettes assez peu élaborées et des pratiques qui demeurent en pratique assez élitistes, puisque par le mode de promotion, mais aussi le contenu de ces recommandations, elles s'adressent en particulier aux élites sociales, en fait. Déjà, oui, la publication de la réforme alimentaire est assez peu accessible à d'autres couches sociales, et les principes diététiques qui sont diffusés vont être assez peu compréhensibles également du grand public. Dans son manuel d'hygiène et de végétarisme en 1881, Édouard Raoult défend par exemple l'idée qu'il existe 4 classes d'aliments nécessaires au fonctionnement normal du corps, donc les substances azotées, les protéines, les substances respiratoires ou carbohydrates, les matières grasses et les matières minérales. Et selon lui, il n'existe qu'une seule sorte d'aliments qui contiennent ces 4 classes d'aliments, et ces aliments, ce sont certains végétaux. D'accord ? Donc, il y a vraiment des principes... Enfin, oui, pardon. Il y a vraiment l'idée donc, que les aliments les plus nutritifs pour l'homme seraient les végétaux et non les viandes, qui sont des aliments ternaires qui ne contiennent pas de carbohydrates. Ces principes diététiques, ils vont être retranscrits dans la composition des menus de banquet par les membres de la Société végétarienne. On voit ici dans le menu que je vous ai mis sur le slide qu'on va avoir un ensemble de plats qui s'appellent les quaternins et qui contiennent du coup des aliments quaternaires. Et ce genre de menu permet en fait de montrer que le régime doit être appuyé scientifiquement, appuyé rationnellement et basé sur la composition nutritionnelle des aliments. Ces banquets, donc, ça demeure dans leur forme une pratique quand même assez fermée, assez bourgeoise, et ça favorise un entre-soi qui n'est pas accessible à tous, donc, et finalement, on a des pratiques qui restent assez cantonnées à certaines classes sociales. Et voilà. Donc, dans cette première période, les enjeux principaux sont d'édicter des règles qui n'existent pas auparavant, et de revendiquer également donc, l'adaptation du végétarisme au goût français, et également de prouver que le régime végétarien peut être plaisant en termes de goût, c'est ce qu'essayent de diffuser les banquets aussi. Voilà, mais on a quand même des règles qui restent assez peu accessibles et assez peu élaborées. À partir de 1899, le mouvement végétarien se stabilise, comme je l'ai expliqué, et on va avoir, sous l'action d'une nouvelle Société végétarienne de France refondée, une multiplication du corpus de recettes végétariennes et une élaboration des principes diététiques qui guident cette cuisine. Oui, je me dépêche. Ouais. Les promoteurs du régime du végétarisme cherchent avant tout à fonder une cuisine rationnelle, c'est-à-dire appuyée sur des principes scientifiques. Ces principes, ils sont multiples, mais en gros, donc, le premier principe, c'est la sobriété. Il ne doit pas y avoir de stimulants donc d'alcool, de vin, de viande. Et on doit consommer des produits frais, des légumes, etc. Et ces principes... Pardon, je reprends. Et un autre principe d'élaboration de ces règles est également à la fois de rendre les plats digestibles, le plus digestibles possible, et en même temps de garder les qualités nutritives des aliments. Donc dans les gestes de préparation, on va toujours préconiser des cuissons assez rapides, des procédés qui altèrent peu la qualité des aliments, etc. Donc il y a toujours une tension dans l'édiction des règles entre digestibilité et qualité nutritive des aliments. On essaye de les garder les plus nutritifs possibles. Et dans ce cadre, une fois ce cadre posé, le choix des aliments est laissé à la discrétion du consommateur. Voilà. Et donc la Revue végétarienne de France va publier des menus rationnels. On va avoir également beaucoup de tableaux qui quantifient les rations alimentaires qu'il faut consommer. Je vous en ai mis un exemple sur le slide. Et ces menus doivent bien sûr être le plus économiques possible pour correspondre à tous. Ces principes, ils sont adaptés sous forme de livres de recettes, toujours dans un objectif de propagande. Par exemple, je vous ai mis sur le slide un ouvrage traduit
de l'allemand qui s'appelle La table du végétarien de Karl Otto Schulz et qui va être réédité de nombreuses fois par la Société végétarienne de France pour atteindre 32 000 exemplaires en 1934. Donc c'est quand même un assez gros tirage. Et l'enjeu de ces livres, donc, ça va être toujours de rendre le régime végétarien le plus accessible possible. Je vous ai mis quelques exemples de recettes sur les slides. On retrouve toujours des plats qui ont des noms de plats carnés, mais beaucoup plus de recettes qui vont tourner autour de légumes, également de légumineuses, surtout de haricots, de lentilles, etc. Ces recettes, elles sont aussi diffusées, donc, comme je l'ai dit, dans le bulletin, dans des conférences, dans des bibliothèques circulantes. On va mettre en place beaucoup plus d'outils de propagande qui vont permettre de les diffuser beaucoup plus largement que lors de la période précédente. Et dans le même temps, la composition sociale du mouvement végétarien va également évoluer, se diffuser et atteindre des classes sociales qu'il n'atteignait pas auparavant, donc des membres de la moyenne et petite bourgeoisie, également beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans des positions de plus en plus prescriptrices des conseils pratiques sur le végétarisme. Voilà. Et à côté de ces grands principes culinaires sur le végétarisme, on a aussi des médecins qui s'opposent à l'édiction de règles universelles concernant l'alimentation. Donc c'est notamment le cas d'un médecin assez dissident, Paul Carton, qui adhère à la Société végétarienne de France autour de 1910, mais qui va essayer, lui, de promouvoir la prescription individuelle du végétarisme. Pour lui, ça doit être une réforme vraiment individuelle. Et au cours de ses lettres, donc à ses patients, on peut voir qu'en fait, il essaye d'adapter toujours le végétarisme au corps du patient, à des mesures du corps du patient, donc que ce soit des mesures de poids, de taille, etc. Également au mode de vie du patient. Donc là, je vous ai mis un exemple sur le slide aussi. On voit qu'il prescrit un certain nombre de pruneaux, qu'il prescrit également des médicaments en même temps, et le patient participe au tâtonnement qu'il y a un petit peu pour ajuster le régime à lui-même. Donc là, c'est très rapide, je n'ai pas du tout le temps de passer. Pour conclure, il s'agissait de montrer ici que l'édiction et la prescription de règles culinaires supposent aussi toujours de penser, dans le cadre du mouvement végétarien, les cibles du mouvement. Quelles sont les cibles du mouvement à chaque fois? Est-ce que ce sont d'autres populations? Est-ce que ce sont les adeptes du végétarisme eux-mêmes? Et donc ça suppose toujours une tension entre édiction de règles et accessibilité de ces règles. Et dans le cas du végétarisme, c'est finalement cette diffusion des règles culinaires qui l'a emporté au cours de la période sur la diffusion de l'idéologie végétarienne et des idéaux réformateurs qui prédominaient au début de la période d'études. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, nous accueillons maintenant Nina Régis, qui est en thèse et qui travaille par ailleurs sur la question du pain de guerre allemand pendant la Première Guerre mondiale, et qui va présenter aujourd'hui une communication sur la question des ersatz, vue par le médecin Max Rubner. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui a dû s'éteindre en route. Est-ce que c'est juste l'écran ou la diapo ? Je ne sais pas. Je vais voir ça. Je vais déjà m'occuper du diaporama. Je pense que quand vous allez redémarrer une importante, peut-être que c'est... Je suis pas sûre. Ah oui, pardon, c'est celui-là, oui. Je te le mets comment? En version présentateur et je le mets devant toi, c'est bien. Non, c'est bon. Tiens, oui. Ouais. Voilà. Ça marche bien aussi. Parfait. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs et le comité scientifique de pouvoir participer. Je suis navrée de n'arriver qu'aujourd'hui, malheureusement j'ai enseigné jusqu'à hier, donc merci beaucoup. Je vous présenterai aujourd'hui mes recherches, donc une petite partie de mes recherches concernant un acteur en particulier qui s'appelait Max Rubner. Mes recherches normalement portent
sur le pain de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Ici, ce sera vraiment un regard très particulier sur un personnage. Nous savons quelle rupture a constitué effectivement ce que les contemporains appelaient la Grande Guerre au tournant du XXe siècle. En revanche, connaît-on assez l'histoire alimentaire et le rôle décisif ici des nutritionnistes et hygiénistes à cette époque? On en a déjà entendu pour le coup quelques-uns. Afin de creuser cette question, j'ai choisi donc un des acteurs principaux sur la scène politique et scientifique en Allemagne à cette époque, Max Rubner. À la confluence ici des domaines de la vulgarisation de la science et de la politique, cet acteur a eu un impact majeur sur les choix alimentaires de ses contemporains, en particulier concernant l'aliment de base, le pain, donc en Allemagne. Je poserai la question: quel rôle a joué ce personnage, donc cet acteur, dans les prescriptions et les injonctions alimentaires émanant en particulier du gouvernement allemand entre 1914 et 1919? Comment et pourquoi est-il amené à accepter ou à rejeter certains aliments de substitution que les Allemands appellent Ersatz ou Ersatzmittel, soit succédanés? Pour répondre à ces questions, je m'appuie sur différentes sources, donc c'est aussi une partie de mon corpus. La revue, tout d'abord, de presse des fabricants de pain allemands, que vous voyez sur votre gauche, d'une part conservée à Berlin, et d'autre part la revue de presse de la Fédération des agriculteurs à Lichterfeld également, donc également à Berlin. Et plus spécifiquement, donc vous voyez, le carton d'archives à droite concerne uniquement Max Rubner. Donc c'est vraiment une revue de presse d'ici, une autre revue de presse du coup que la première, de la Fédération des agriculteurs, mais concernant Max Rubner seulement des articles sur et de Max Rubner. Et j'utiliserai également des publications scientifiques de Max Rubner et de ce collègue, ainsi que quelques lettres échangées entre les politiques et ce personnage. Donc rapidement pour vous présenter les sources, donc cette revue elle porte uniquement donc sur le pain de pommes de terre et le pain K, le Kartoffelbrot, et contient donc seulement des coupures de journaux. C'était une revue de presse. Et pour remettre cela en contexte, je l'ai mise en base de données. Donc j'ai opté pour une approche quantitative mais aussi qualitative. Donc j'ai lu chaque article en détail. Mais j'ai également donc injecté toutes les informations factuelles dans une base de données, 3500 articles, 150 journaux régionaux et nationaux, et cela permet en fait de voir l'évolution, si vous voulez, des thématiques au cours des années. Ça va de 1914 à 1919. La question que je pose est donc: qui est d'abord Max Rubner, pour remettre cela en contexte? Né en 1895, l'industrialisation, tout d'abord, a eu un impact majeur sur sa vie et l'orientation de ses questions de recherche. Les deux sujets qui l'intéressent avant tout étaient donc la digestion, le fonctionnement de la digestion, et comment le corps utilise cette énergie. Donc Max Rubner était médecin, physiologiste, hygiéniste. Pour le remettre en contexte, dans son contexte social, son père était serrurier et commerçant de métaux, donc il ne venait pas particulièrement d'une famille de médecins. À 16 ans, il travaille dans un hôpital militaire lors de la guerre franco-allemande et ensuite, plus tard, optera pour une thèse sur l'alimentation. Sur l'alimentation. Entre 1885 et 1891, il est détenteur de la chaire pour l'hygiène et de la science médicale à Marbourg, donc c'est vraiment un moment très important et sur lequel je reviendrai après. Et aujourd'hui, il est considéré vraiment comme un des fondateurs majeurs de l'approche scientifique de la diététique et de la médecine du travail, de l'hygiène expérimentale et de l'ergonomie. Plus tard, il conseillera même le président de l'Office impérial à la santé, Franz Boom, sur lequel je vais revenir dans un instant, donc qui jouait un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale. Il est également un élève d'un physiologiste très connu qui s'appelle Vogt, donc, et reprendra également la chaire de Robert Koch à Berlin. Donc ici, simplement petite anecdote, lors de ses 60 ans, en 1914,
donc ce personnage, Franz Boom, qui était le président de l'Office impérial alimentation, est invité au repas officiel pour ses 60 ans. Donc on voit qu'il est déjà impliqué dans les réseaux de pouvoir dès 1914. Il est connu, reconnu et impliqué. Donc son avis est demandé, en particulier par les politiques. Donc raison pour laquelle je remets l'accent ici sur le lien avec ce personnage. Donc la période 1885-1891, importante particulièrement car c'est le moment où il invente en fait le terme de calorie. Ici donc à Marbourg, et où il invente cet appareil que vous voyez ici, le calorimètre. Donc, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Il y a déjà des études faites par Rumford et Lavoisier au XVIIIe, mais les appareils utilisés par ces autres chercheurs ne sont pas utilisés dans le cadre de l'alimentation. Ici, c'est vraiment réutilisé dans le cadre de l'alimentation pour tenter de quantifier la nourriture nécessaire au fonctionnement du corps humain. Donc je pourrais revenir là-dessus peut-être plus en détail plus tard. Je vais passer. Ici, vous voyez, donc c'est un tableau de la composition d'aliments. Ici, vous voyez, c'est encore en grammes. Alors c'est peut-être un peu petit. Ici, on est encore en 1843, 1930. Oui, c'est donc de Joseph Koenig. Il faut savoir ici que les calories, même en 1914 et 1914, ne sont pas encore passées, si on veut, dans la littérature grand public. Ici, c'est un livre issu de littérature grand public. Voici donc ici une salle d'analyse lorsqu'il obtient la chaire pour l'hygiène à Berlin, où il s'intéresse plus particulièrement ici, donc ça, on est juste avant la guerre, aux questions d'alimentation du peuple. Donc il pose la question comment alimenter le peuple, et c'est particulièrement la question de la sous-nutrition qui l'intéresse. Donc contrairement aujourd'hui, la question de la sous-nutrition, et il a vraiment cette envie de soutenir particulièrement les classes aussi plus pauvres. Donc, dans un premier temps, c'est un médecin qui est proche ici des zones de pouvoir. Et donc, je m'intéresserai à la question de sa position par rapport à l'alimentation protéinée. Dans un article du 4 septembre 1913, intitulé « Évolution dans l'alimentation du peuple », il dit justement qu'il n'a jamais été démontré qu'une consommation de protéines sous le seuil conseillé par Vogt qui était donc son maître, soit dommageable à la santé. Donc il revient sur les présupposés de, si on veut, son maître. Il dit simplement la consommation de viande d'abord serait 3,5 à 4 fois plus importante que 100 ans auparavant en Allemagne, mais il est possible de vivre très convenablement sans viande, ou du moins avec une quantité plus réduite en viande. Mais il n'est pas pour autant adepte du végétarisme. Donc là, petit point par rapport aux collègues, il défend avant tout une alimentation variée. En 1914, il publie un ouvrage, donc ici on est au début de la guerre, conjointement avec d'autres scientifiques très importants que vous voyez ici, Paul Etzbacher en particulier, qui est l'éditeur de cet ouvrage. Donc, ouvrage intitulé « L'alimentation du peuple allemand, la stratégie anglaise affamer l'Allemagne ». Et dans cet ouvrage, il avertit vraiment la dépendance de l'Allemagne des importations et la nécessité pour les Allemands de manger moins de viande, parce que l'Allemagne, selon lui, ne peut tenir la guerre si les Allemands continuent à manger autant de viande. C'est vraiment un des messages. Ici aussi, donc vous voyez Max Rupner qui est ici, Paul Etzbacher, un de ses collègues éminents, et Hedwig Heil, simplement pour anecdote, une autrice aussi, la seule femme autrice d'ouvrages culinaires avec laquelle il travaille. Et il expose également sa vision donc moins protéino-centrée que celle de son maître Liebig. Il revient sur cet aspect.
Et il revient aussi également sur le fait que l'augmentation, alors ça c'est un petit peu plus tard, en juin 1916, que l'augmentation de la consommation de viande n'a pas mené à l'amélioration de l'alimentation, mais simplement à un gaspillage. Et ici, il s'oppose vraiment à certains collègues. Donc la question que je vais poser ici sont quels substituts doit-on imposer et pourquoi, selon lui? Alors tout d'abord, entre 1914 et 1915, il est partisan aussi d'imposer la farine de pommes de terre dans le pain. Alors, pour remettre cela un peu en contexte, début 1914, beaucoup de représentations paraissent sur la relation entre pain et pommes de terre. Ici, vous voyez 2 vaillants guerriers. Grâce à la pomme de terre ajoutée au pain, nous allons gagner la guerre. C'est un discours très récurrent à cette époque. Carte postale que j'ai d'ailleurs retrouvée dans un journal intime, chose qui est rare de voir en fait la réception de la propagande. C'est assez rare à Berlin. Ici, vous voyez encore une fois, même type de iconographie, le pain et les pommes de terre. Le pain K, vous voyez peut-être le K sur les 3 pommes de terre. Le petit pain, le Brötchen, qui est très, très courant. Le Pumpernickel et le pain de seigle, typique, et à droite, les pommes de terre. Voilà, pour remettre cela en contexte. Deuxième élément de contexte, là, les Allemands consomment beaucoup de pain, encore à cette époque. Ici, encore une fois, même ouvrage que suis cité avant, de grand public, dans lequel l'Office impérial à la santé conseille une consommation, donc en grammes ici, c'est toujours en grammes, pas en calories, 600 grammes de pain de seigle, donc c'est le premier encadré, et 400 grammes de pommes de terre par jour. Pour un homme ici, alors c'est toujours très donc de taille moyenne, d'activité physique moyenne, mais cela reste tout de même assez élevé. Donc voilà, deuxième élément de contexte. Dans ce contexte patriotique, donc d'élévation de la pomme de terre comme nécessité non seulement matérielle mais aussi patriotique, Max Rubner étudie ici donc la possibilité d'imposer le pain de pomme de terre d'abord aux prisonniers, puis à l'ensemble de la population allemande. Ici à droite, vous voyez un rapport co-signé par Max Rubner, aussi par Jukonak et Finger, qui sont à l'époque 2 grands scientifiques, daté du 11 novembre 1914, et envoyé au ministre de l'Intérieur pour explorer la possibilité donc, de nourrir les prisonniers avec ce pain. Rubner est alors le premier signataire, donc on voit ici l'importance de ce personnage. Et cette étude est effectuée donc, sur demande du ministre de la Justice. Donc on voit qu'il y a vraiment une demande de la part du gouvernement. Et les essais scientifiques sont donc effectués ici conjointement avec l'Office au Reich à la santé, ainsi que l'Institut d'analyse des céréales, celui-ci. Donc vous le voyez, il apparaît d'une part encore aujourd'hui, on a encore du pain conservé, analysé par cet institut d'analyse, Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung, que vous voyez en bas, c'est peut-être un petit peu petit, et que vous retrouvez dans l'encadré en bas. En haut, vous voyez le nom de Max Rubner. Et donc ça, c'est le premier volet, disons scientifique, et le deuxième, donc, c'est les essais pratiques. Ce pain est donc administré aux camps de prisonniers et des asiles. Donc le problème ici, c'est effectivement que le pain de pomme de terre serait d'une part moins nourrissant et plus difficile à fabriquer parce que moins de gluten. La pomme de terre ne contient pas de gluten. Pourtant, ici, donc, les chercheurs sont favorables à ce pain. Un autre, alors anecdotique aussi, mais il y a un autre pain. De nombreuses tentatives sont menées ici, non seulement par des chercheurs, mais aussi par des personnes plus ou moins connues. Ici, entre autres, un pain de maïs qui a été inventé et breveté même par Konrad Adenauer, qui contient du maïs. Il est aujourd'hui conservé à Cologne. Donc, quand le pain, peut-être simplement une autre chose. Donc, concernant les injonctions, donc, l'Office à l'alimentation impose, à la fin donc, de ses recherches, à partir du 28 octobre 1914, 5%, tous les pains de seigle doivent contenir 5% de pommes de terre, et au-delà de 5%, tous les pains contenant de la pomme de terre doivent s'appeler pain K. Donc au début, il n'est pas mentionné ce que signifie ce pain K. Normalement, c'est Kartoffel pour pomme de terre. C'est réinterprété comme guerre, pain de guerre. Mais au début, c'est simplement pain de pomme de terre.
Il faut savoir que ce pain n'était pas mauvais au début de la guerre, il contenait simplement de la pomme de terre, vous le trouvez encore aujourd'hui dans toutes les boulangeries, beaucoup de boulangeries allemandes. Voilà, donc quel substitut alimentaire ensuite refuse-t-il, bien qu'il soit comestible, et pourquoi? Donc ça, c'est vraiment le deuxième grand volet. Ici, premièrement, il est défavorable au sucre dans le pain. Donc ça, c'est une des multiples propositions faites par le public que l'on retrouve dans la presse. En mars 1915, c'est l'article que vous voyez ici dans la Vossische Zeitung, donc plutôt social-démocrate, Max Rubner, qui est alors directeur du Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie, critique ici certaines propositions selon lui naïves, menées donc par un certain élan patriotique, mais absolument peu réaliste. Selon lui, ajouter 5% de sucre au pain donc permet peut-être d'augmenter son apport nutritionnel, mais le rend simplement immangeable, particulièrement pour les ouvriers qui en consomment tous les jours. Donc, il refuse cette possibilité-là, qui sera néanmoins acceptée par l'Office à l'alimentation. Donc ici, voilà, vous voyez encore une fois son nom. Donc il revient vraiment très souvent dans cette revue de presse. Donc ça, c'est un article qu'il a écrit lui-même. Ensuite, quel substitut alimentaire refuse-t-il catégoriquement? Donc ça, c'est vraiment la dernière partie, si l'on veut. Au cours de la guerre, il y a plus de 100 000 substituts alimentaires, donc que l'on nomme Ersatzmittel, qui arrivent sur le marché. Parmi ces substituts, l'on trouve le sang, la paille et le bois. Alors je me suis posé la question, est-ce simplement anecdotique? Est-ce un phénomène? Quelle est l'ampleur du phénomène? Donc, je poserai donc la question, quels furent les résultats de ces recherches sur ces ersatz en particulier, et comment communiqua-t-il donc au ministre communiqua-t-il avec le ministre de la Santé? Et bien sûr, quel est l'impact de ces recherches sur ensuite les lois décidées par la suite par les politiques? Alors, en janvier 1915, le ministre des Affaires étrangères propose ici de procéder à un remplissage inoffensif des estomacs par de la farine de paille. Donc voilà, ici, Max Rubner étudie cette possibilité. Et pour ce faire, il utilise d'abord son chien en tant que cobaye, lui donne à manger donc, de la farine de paille. Et à la suite de ces recherches, il conclut que cet aliment n'est absolument donc, pas utilisable ni par les animaux, donc certainement pas par l'homme. Il provoque des irritations et des saignements internes, et donc il analyse les selles, il voit évidemment que cela n'est pas une possibilité. Ici, j'ai résumé, si vous voulez, les résultats de ma base de données, donc de cette revue de presse des boulangers que j'ai montré au début. On voit simplement que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le public en 1915, particulièrement en 1916, sur la farine de paille. La farine de sang, ou du moins le sang, est un aliment auquel on s'intéresse plus en 1915. Alors pourquoi peut-être rapidement la farine de sang est si présente en 1915? C'est aussi parce qu'il y a l'abattage, ici ça pourrait intéresser aussi les personnes qui travaillent sur la viande et le végétarisme, abattage de plus de 5 millions de porcs au cours de l'année ou du premier trimestre de l'année 1915, ce qu'on appelait la nuit de Saint-Barthélemy des cochons, parce que le gouvernement allemand voulait éviter que les cochons mangent les réserves en céréales. Donc les prix baissent, donc le sang aussi des animaux est beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir pour 50 pfennig, je crois, le sang d'un porc entier. Sauf que, bien sûr, par la suite, il n'y a plus de viande, donc le prix de la viande augmente, et donc on est obligé effectivement d'en manger moins. Par contre, ici, alors je montre en pourcentage, c'est-à-dire c'est les chiffres relatifs à l'ensemble des articles trouvés par année. Ici, on voit tout de même que le sujet est assez marginal dans l'ensemble. Mais bon, on voit quand même une évolution. Donc ici, finalement, que se passe-t-il en 1915-1916? Ici, ce sont donc les résultats des scientifiques de l'Office impérial à la santé sur le pain de paille avec 5, 10 et 20% de pain de paille. Et à droite, vous voyez donc le résultat en termes de loi.
Et donc, malheureusement, alors que les chercheurs sur la gauche, vous voyez, dans le compte-rendu, ont refusé ces aliments, la farine de paille, de bois, est tout de même acceptée, vous le voyez ici, dans cette revue donc, publiée par l'Office à l'alimentation. Donc la publication... Alors, oui, cette publication récapitule donc, les résultats de ces chercheurs. La farine de paille est comestible seulement par certains ruminants, mais donc certainement pas pour l'homme. Et donc l'article de loi date du 28 septembre 1916, en dépit donc de la désapprobation de ces scientifiques. Donc on accepte, vous le voyez, la farine de paille, entre autres, et de bois en tant que farine de table. Alors c'est un petit peu la nuance. Farine de table, c'est-à-dire farine que le boulanger pouvait étaler sur la table pour pétrir le pain. Les boulangers n'avaient pas le droit d'utiliser ces farines dans le pain. Sauf que, bon, sauf qu'une fois que vous laissez entrer ces farines dans les boulangeries, le contrôle était déjà très très difficile. Il n'y avait pas assez de main-d'œuvre au sein des ministères. Il était impossible en fait de contrôler la façon dont ces farines étaient utilisées. Donc ça, c'est vraiment le grand problème lorsque cette loi est mise en place. Alors ici, en pratique, la population a-t-elle vraiment subi ce pain de paille ? Et ici, on le voit dans une lettre du 8 février 1917 qui le confirme. Elle est adressée à l'Office impérial à la santé de la part du Centre d'analyse des céréales. Et ici, il dit bien, nous étions en faveur donc, des farines de pois, d'haricots, de tapioca, etc., mais certainement pas à celles de paille, de bois et de tourbe, sauf que cela a effectivement été fait dans une grande partie des boulangeries qui avaient d'abord utilisé 3 à 4%. Donc les consommateurs ne s'en sont pas rendus compte, et à partir par contre de 10 puis 15%, la clientèle on est bien entendu rendu compte, les maladies intestinales sont arrivées, parties en 1917, où ma revue de presse est vraiment témoin de ces critiques et de ces douleurs qui apparaissent suite à la consommation de ce pain, qui est défini comme gluant, qui induit des maladies intestinales, qui est filamenteux, donc vraiment... voilà. Et sachant que aussi ce pain, donc cet institut avait conseillé ce pain, mais seulement pour les prisonniers de guerre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il était conseillé pour les prisonniers, mais certainement pas pour la population locale. Donc ici, simplement, vous voyez d'autres articles publiés qui confirment Strohmehl für Strohzwecke, Strohmehl und Blutmehl, donc farine de paille, farine de sang. On les cherche par wagons. Donc ce sont vraiment des publicités sur lesquelles je suis tombée, qui ont aussi été remarquées par l'Office impérial à la santé. Donc, et j'ai trouvé d'autres articles qui montrent que ces farines ont été utilisées vraiment dans l'Empire, dans l'ensemble de l'Empire. Un pain en particulier sur lequel j'ai travaillé, c'est le Eckhofbrot, qui contient de la farine de sang et de paille également. Et pour finir, voilà, aujourd'hui, pour information, donc il existe un institut qu'on a renommé depuis le 1er janvier 2008, le Max Rubner Institut, l'Institut Max Rubner, qui inclut toutes les institutions d'analyse fédérale allemande dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc vous voyez ici une certaine continuité, et donc tous les résultats de recherche sont publiés aujourd'hui par le ministère fédéral pour l'alimentation et l'agriculture en Allemagne. Donc il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces communications qui donc croisent les questions de prescription, injonction, choix individuel et finalement la question de la possibilité même du maintien des choix individuels dans des contextes soit de crise alimentaire plus ou moins aiguë, notamment selon les pays envisagés comme l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, et puis aussi les contextes, cette balance entre choix individuels et des contextes de restauration collective
ou gestion de masse, comme peut l'être l'armée allemande de la Première Guerre mondiale, mobilisée pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être que Louise, vous reveniez autour de la table et puis qu'on prenne une série de questions. On peut y aller comme ça sans micro, ça va? Oui? Il vaut mieux un micro? Oui. Pour les... Je vais peut-être m'éloigner, moi, du micro. Moi, je vais me mettre là-bas, parce que moi, je serai celle qui va... Je vais vous laisser parler. Je suis Isso Jean-Jacques. Merci pour vos brillantes communications. Je voudrais m'adresser à Madame Alexandra. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi faire la promotion du végétarisme au tournant des 19e et 20e siècles? Comment se faisait cette promotion? Merci. Oui, merci pour cette question. Donc, comme je l'ai expliqué dans mon exposé, la promotion du végétarisme, elle se faisait avant tout pour des raisons de réforme sociale et pour des questions donc, à la fois physiologiques et morales. Donc, à la fin du 19e, il s'agissait de tout simplement réformer les classes populaires pour éviter une surstimulation de leur corps par les viandes et qu'elles, donc, à la fois qu'ils aient des maladies comme la tuberculose, l'arthritisme, etc., et en même temps qu'ils s'adonnent à des mœurs mauvaises, puisqu'il y avait l'idée que la viande pouvait altérer leur moralité en échauffant leur sang, en les stimulant trop, et du coup, ça donnait à l'alcoolisme et à des mauvaises mœurs. Donc voilà, c'était vraiment pour ça qu'il y avait la promotion du végétarisme, et ces raisons, elles ont évolué au cours de la période que j'étudie. Par exemple, dans les années 30, on est beaucoup plus sur des objectifs d'amélioration de soi et de purification des corps, en fait, plus que sur la réforme d'autres classes sociales. Voilà, merci. C'est clair? Oui? Cependant, quel était l'impact de cette promotion-là sur les habitudes alimentaires des Français? L'impact de quoi, pardon? L'impact de cette promotion. Oui, c'est une bonne question et en fait, elle est très difficile à évaluer à partir des sources que j'ai, parce que moi, je peux juste avoir le tirage des ouvrages. Je vois qu'il diffuse des milliers de brochures, etc. Donc ça, j'ai du mal à mesurer cet impact au-delà des outils de propagande. Tout ce que je peux voir, moi, c'est que durant ma thèse, j'ai analysé la composition sociale de ce mouvement végétarien et je peux voir que progressivement, au fil des années, cette composition sociale, elle s'élargit. Au début, on a des médecins, des élites sociales, et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de négociants qui intègrent le mouvement, de plus en plus, d'instituteurs, etc. Donc voilà, moi, je peux juste voir les classes sociales qui adhèrent au mouvement, mais pas quantifier à la population qui devient végétarien, effectivement. Voilà. Mais y avait-il un fait majeur qui a suscité à cette promotion? Qui a quoi, pardon? Je ne sais pas s'il y avait des événements qui ont suscité à la promotion. Non, ce n'est pas un événement particulier, c'est plutôt une conjonction de nombreux facteurs, l'essor de l'hygiénisme, de la réforme sociale, également du naturisme. Il y a une influence des idées naturistes d'origine germanique. Donc c'est vraiment une conjonction de facteurs. Voilà. D'accord, c'est très bien noté. Merci pour cette question. Merci pour ces présentations, c'était fort intéressant. Ma question s'adresse à Nina. Dans la littérature culinaire qui est diffusée au Québec durant le premier conflit mondial, je retrouve aussi des livres de recettes qui
qui font état des expériences de certains experts en nutrition notamment, et qui font valoir certains pains qui vont... en fait, il y a toute une iconographie qui va montrer que l'aspect des pains va être assez similaire si on utilise un pain fait à base de farine de maïs ou farine de blé complet, etc. Et je voulais savoir si les résultats en fait, de votre chercheur se retrouvaient dans la littérature culinaire, en tout cas les livres de recettes qui sont diffusés auprès des ménagères, j'imagine, allemandes. Et puis, bon, moi j'imagine que c'est difficile de mesurer l'impact, mais est-ce que ces ersatz se retrouvent finalement dans les foyers des Allemandes, en fait? Oui, alors en effet, j'ai travaillé aussi en marge, mais effectivement j'ai quelques livres de recettes dans mon corpus. La recette du pain K, donc de pommes de terre, on la retrouve quasiment dans tous les livres de recettes. Cette recette est également diffusée dans la presse à plusieurs reprises. Alors, représentation, moins. J'ai effectivement, représentation du pain de pomme de terre, c'est plutôt là le côté propagande. J'en ai quasiment pas trouvé en tant que représentation telle qu'elle, à part, non, c'est plutôt des recettes. Et le pain de sucre, le pain de betterave, je le retrouve aussi, de rutabaga, ça effectivement, ce type de recettes, je les retrouve. Mais les livres de recettes, si l'on regarde, sont majoritairement... Le pain n'est qu'une partie ne fait que partie, c'est une petite partie. La plupart, ce sont des bouillies, des céréales, des pommes de terre. On parlait de côtelettes, je crois, végétariennes et de pâté de pâtes. Ce sont des termes qui reviennent aussi très souvent pendant la Première Guerre mondiale. Donc des plats qui ont l'air d'être, qui rappellent la période où il y avait encore de la viande, mais sans viande. Donc peut-être qu'on pourra en parler aussi par la suite. Oui, j'aurais aussi une question, un commentaire, une question aux deux premières intervenantes. On a vu dans la description que vous avez faite de l'origine du mouvement végétarien, donc ces personnes, et d'un autre côté les soldats, ils décrivent un sentiment d'être isolés, de se sentir seuls, de se sentir en dehors du groupe à cause des choix qui ont été faits. Donc vous avez parlé d'une approche élitiste. Donc une problématique qui est typique des religions et des mouvements identitaires. Donc le fait de se séparer du reste de la société. Et d'ailleurs, tous ces mouvements que maintenant on essaye d'en trouver une origine dans le monde occidental, effectivement, sont les mouvements végétariens en soi, a son origine en Extrême-Orient, dans les religions asiatiques. Donc c'est là qui est le fondement. Donc le végétarianisme, le véganisme, c'est une partie intégrante de l'hindouisme, du bouddhisme, du janséisme. Donc, et alors on retrouve pas mal de points communs. Lorsque vous disiez tout à l'heure les refus des stimulants, du café, de l'alcool, sont aussi des préceptes de ces religions. Ils sont liés à l'abstinence sexuelle et donc aux obsessions qui sont typiques de toute religion. Autre élément qui m'a frappé, c'est que, effectivement, si on met ces mouvements-là, le végétarisme et le véganisme, au sein d'une religion, ça, son explication, l'effet que l'individu il se retire de la société. Parce que le but, c'est l'ascèse, donc l'arrivée au nirvana. Vous voyez, il y a tous ces mouvements-là qui expliquent pourquoi l'individu s'est soustrait à la société. Dans une société occidentale ou alors dans la guerre, dans un conflit, l'effet de pratiquer cela, effectivement, ça pose d'autres problématiques. Bon, bien sûr, je laisse aux sociologues d'étudier ces problèmes. Mon approche, c'est l'approche du juriste qui s'occupe des droits alimentaires. Et c'est pour cela que je voudrais aussi faire la remarque et les liens avec l'effet que les Lebensreform, il a donné naissance à ces mouvances, mais également à l'agriculture biodynamique et à l'homéopathie, qui sont les deux grands arnaques du dernier siècle, mais aussi à la jeunesse hitlérienne. Donc il faut aussi les classer dans leur contexte et dans les dégâts que ces mouvements-là ils ont aussi produits. Merci.
Oui, alors merci pour votre question. Je pense que Alexandra pourrait répondre aussi. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît bien dans le contraste quelque part entre nos deux exposés. C'est parce que moi je suis au niveau de l'individu et elle au niveau de l'institution. On voit qu'on a affaire à des institutions qui ont un but de réforme sociale et des individus qui essayent de coupler un objectif qui est en fait aussi assez égoïste de réforme de soi et d'amélioration de soi, avec des idéaux aussi sociaux, mais que les deux se combinent pas toujours bien. Et ça renvoie au fait que la réforme de la ville, la LIMS réforme, comme vous le dites, c'est pour ça que j'avais mis mouvement entre guillemets dans le premier slide. C'est un objet qui est extrêmement difficile à définir et à circonscrire. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui sont allées vers le national-socialisme. Il y avait des anarchistes, il y avait des socialistes, En fait, c'est l'idée de retour à la nature et l'idéologie qui voudrait que le naturel soit fondamentalement bon et que le naturel et l'authentique soient fondamentalement bons, c'est quelque chose qui peut être récupéré par énormément de bords politiques. C'est pour ça que la définition politique du mouvement est extrêmement complexe. Oui, je crois que je me suis un peu perdue. J'espère que j'ai répondu quelque part, mais... Si je peux, j'avais une question qui allait un petit peu dans le même sens et en fait qui a à voir avec la question de la chronologie. Parce que la pratique végétarienne comme dépassement de soi, cette espèce de dynamique, il me semble que c'est une dynamique aussi qui est assez calée sur celle de la guerre courte, c'est-à-dire d'une victoire à court terme, en fait, dans laquelle les sociétés entrent en guerre en août 14. Et la question qui se pose, c'est quand même dans quelle mesure est-ce que c'est tenable à l'échelle individuelle quand, en fait, on est parti pour un conflit de 4 ans et au bout de 4 ans de front, dans quelle mesure est-ce que c'est possible de se passer de viande, en fait, alors même que c'est la part principale des rations en termes caloriques, enfin, sur les 300 à 400 grammes, en fait, qui sont prévus, si on peut se mettre d'accord sur cette valeur. Comment est-ce qu'on compense concrètement? Et ma question est aussi, est-ce que le commandement, il accepte? Parce que à partir du moment où les substituts sont pas disponibles ou en dehors du monde des officiers, on peut pas se les procurer, en fait, la mission de l'officier, c'est aussi de s'assurer que les soldats aient leur compte de calories parce que ça impacte la compatibilité derrière. Et j'ai l'impression que cette question peut-être de végétarianisme, c'est une question qui est très 1914 peut-être et qui se pose peut-être pas de la même manière en fait dans la continuité du conflit. Je ne sais pas du tout comment ça se pose, d'autant plus que je trouve qu'il y a une dimension sociale que vous avez mise en valeur toutes les deux qui est très intéressante, dans le sens où on est sur une logique individuelle, mais dans un contexte de restauration de masse, en fait, parce que la ration, c'est ça, en fait, c'est prévoir pour des consommations de masse. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir dans la durée des choses qui relèvent de choix individuels qui sont quand même pas du tout compatibles avec toute la logistique du front, et on peut pas forcément se procurer les calories nécessaires, même si parfois en Roumanie, comme vous allez montrer, on va trouver du maïs ou ce genre de choses. Oui, merci pour votre remarque, je suis totalement d'accord avec vous, et c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir aux sources qui est... ça reste des lettres, ça reste des récits, et finalement, même si quelqu'un envoie une lettre du front qui est publiée en 1917, déjà, quand est-ce qu'elle a été écrite par rapport au moment de sa publication, on peut se poser ce genre de questions. On peut aussi se demander si c'est vrai, c'est tout simplement. Si des soldats qui écrivent en 1919, qui sont restés végétariens pendant 4 années de conflit, s'ils mentent ou pas, mais on ne sait pas. Là-dessus, j'ai pas d'éléments de réponse. Après, eux, ils disent, il y en a beaucoup qui disent jeûner aussi, tout simplement, d'avoir jeûné pendant plusieurs jours. Et je pense en effet qu'il y a dû forcément y avoir des conflits avec le commandement. Ils n'en parlent pas forcément, mais ils en parlent au niveau du vaccin. C'est que les végétariens sont anti-vaccination. Donc c'est comme Alexandra l'a dit, c'est un faisceau d'idées. Donc ils sont aussi sobres, ils ne consomment pas d'alcool, ils ne consomment pas de tabac, pas de café souvent, et ils ne se laissent pas vacciner. Et ça crée des conflits avec l'état-major, avec leur commandement ou avec leur lieutenant. Quand ils refusent de se faire vacciner, en général, ils n'y arrivent pas, ils se font vacciner quand même. Mais j'imagine, oui, qu'il y a eu du coup aussi des conflits au niveau de leur régime alimentaire, même s'ils ne le rapportent pas toujours. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. On parle beaucoup de la viande, et qu'en est-il de la consommation du poisson ?
Oui, c'est une bonne question et j'ai pas vraiment beaucoup de choses à répondre. Dans le cadre du mouvement que j'ai étudié, le poisson est vraiment considéré au même titre que la viande, en fait, parce que ça pose encore plus de problèmes de conservation. Et c'est aussi ça dans le végétarisme qui est un des grands chevaux de bataille de ce mouvement, c'est qu'il s'agit de lutter contre l'alimentation carnée aussi parce qu'elle est porteuse de parasites, de maladies, qu'elle est difficile à conserver. Donc, du coup, le poisson rentre complètement dans ce genre de problème. Et voilà, pour les végétariens que j'étudie, c'est vraiment le même problème que pour la viande. Voilà. Moi, pareil, c'est quelque chose, quand on s'intéresse aux détails du mouvement, on se rend compte qu'en fait, c'est exactement ce que disait Alexandra, la norme de ce qu'on mange, elle dépend quand même beaucoup des gens. Donc il y a des lacto-végétariens, il y a des frugivores où ça va plus ressembler au véganisme d'aujourd'hui, etc. Donc il y a, sous l'étiquette végétarienne, il y a un tas de pratiques alimentaires, en fait. Merci beaucoup, merci à toutes les trois, merci à tous. Ah, il y avait encore une question, pardon, j'avais été bien... Ok, merci. Merci à toutes les exposantes. Ma question s'adresse à Nina. Il y a Mas Ruben qui a dit que le sucre ajouté au pain le rend immangeable. Est-ce qu'il a fait le lien avec la santé? Est-ce qu'il a montré un peu l'impact de cette recette-là sur la santé, comme il a fait pour le pain à base de farine, de paille, de bois et de sang? Maintenant, ma seconde préoccupation, comment est-ce qu'on peut manger un aliment à base de farine, de bois, de paille? Est-ce que c'est le bois que je connais, la paille que je connais vraiment, le sang? Je me demande comment est-ce que c'est possible. Dieu merci, il a montré que ce n'est pas mangeable à cause des effets, des impacts sur la santé. Maintenant, je me demande pourquoi est-ce que si ce n'est pas mangeable et que c'est un impact sur la santé, pourquoi est-ce que on devait le donner aux prisonniers? Pourquoi est-ce que les prisonniers devaient le consommer? Est-ce à dire qu'à cette époque, les prisonniers ils n'avaient aucun droit? Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit à la vie, à la santé, pour que ce type d'aliment leur soit destiné? Merci. Merci pour votre question. Donc, tout d'abord, le pain contenant du sucre, et simplement, j'ai pris quelques exemples, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites. Il n'a pas démontré exactement ce que... Simplement, il dit qu'il y a déjà assez de sucre dans d'autres aliments, que le sucre est déjà très présent dans d'autres aliments, et qu'il n'est pas nécessaire de l'ajouter au pain, et que cela, particulièrement cela pose plutôt un problème au niveau du goût, et que le fait qu'un ouvrier qui aurait ce goût sucré dans la bouche toute la journée, cela deviendrait écœurant. Donc c'est plutôt une question de goût plutôt que de santé directement. Il parle plus du goût que de la santé, que cela deviendrait vraiment écœurant. Par contre, pour effectivement les autres ersatz que j'ai nommés, alors, tout simplement, l'Allemagne manquait d'aliments, sachant qu'un tiers des aliments étaient importés. Donc, il y avait vraiment des pénuries. Donc, il faut choisir quelles sont les personnes à qui on répartit l'alimentation. Donc, les prisonniers sont secondaires, on va dire. C'est-à-dire que pour les médecins et les politiques, la population vient en premier, les prisonniers et les prisonniers de guerre en second. Voilà tout. C'est simplement une question de... Le peuple allemand doit gagner la guerre avec peu d'aliments, donc il faut répartir. Voilà. Et pour les conséquences physiologiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la consommation en fait, de ce type d'aliments accélère la digestion, ce qui fait que le corps n'est pas capable de maintenir aucun minéraux, aucune vitamine, aucun nutriment en fait, de cet aliment parce qu'il passe trop vite dans le système digestif. Donc c'est en fait ça empêche tout ça, ça accélère encore la sous-nutrition. Ça remplit les estomacs, mais ça accélère la sous-nutrition, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous donc, et toutes. Donc, nous allons pouvoir passer à la dernière session qui concerne la question des discours officiels et leur médiatisation.